rencontre des Jeudis de Lima autour d'un thème qui n'a cessé de susciter polémique et débat depuis la déclaration du Premier ministre Manuel Valls le 20 janvier dernier, à la suite des événements tragiques de Charlie Hebdo, et dans laquelle il disait dénoncer en quelque sorte un apartheid territorial, social, ethnique, et on a essayé de rebondir sur cette déclaration, sur ce mot apartheid, pour revenir évidemment sur la condition, sur la situation des banlieues, ces banlieues dont Céline disait à juste titre d'ailleurs que c'était le paillasson de Paris. Et aujourd'hui, de nombreuses enquêtes, de nombreux ouvrages, des études ont été commis autour des banlieues, mais la situation n'a guère évolué, avec les mêmes problèmes, les mêmes tares, la même situation. Évidemment, les choses ont évolué, heureusement, dans le bon sens pour certaines banlieues, mais pas pour l'ensemble des banlieues. Évidemment, avec nous ce soir, des acteurs, des chercheurs, pour éclairer cette situation et puis pour y voir plus clair. Je les remercie infiniment, puisque Jacques Danzelot, qui est sociologue, chercheur, il a travaillé sur le sujet et qui vient d'Avignon, spécialement pour cette rencontre. Évidemment, Ammar Hani, qui est impliqué au quotidien dans les banlieues, et notamment à Grigny, puisqu'il a constitué tout un réseau justement pour intervenir et pour améliorer la condition des jeunes. Et je remercie évidemment Willy Ledevin, journaliste à Libération, qui suit de très près ces questions. Voilà. Juste avant de lui céder la parole, parce qu'il lui revient donc de modérer et aussi de rebondir sur les différentes réflexions des invités, je vous rappelle que dimanche prochain, nous accueillons un graffeur, un graffiteur, comme on dit, américain, célèbre, qui participe à l'exposition qu'accueille en ce moment l'Institut du monde arabe sur le hip-hop. Il s'agit de John Wan, avec un graffiteur iranien, Ismaël, et tous les deux, ils vont engager un dialogue justement sur cette culture urbaine qui vient des États-Unis et qui a disséminé un peu partout. Et ce sera l'occasion donc de rencontrer ces deux artistes qui marquent aujourd'hui l'espace urbain à travers une culture nouvelle. Et je vous rappelle également que à partir du 5 juin, l'Institut du monde arabe accueille une grande manifestation autour des rendez-vous de l'histoire pendant 3 jours, tout un week-end, le 5, 6 et 7. Et ce sera l'occasion d'ouvrir de nombreux chantiers sur l'histoire du monde arabe, notamment avec un thème principal, la ville, et ces villes aujourd'hui qui sont à la merci de la violence, et ce seront à peu près 150 historiens qui vont participer à cet événement, et je vous invite vivement à venir les écouter au cours de ces 3 jours
de rencontres et débats le 5, le 6 et le 7. Voilà, je vous remercie encore une fois. Et juste après donc, le débat qui va durer à peu près 45 minutes, on aura une deuxième séquence avec un grand artiste humoriste, Nounours, qui sera parmi nous. Et c'est un artiste, je dirais, qui fait dans le HD, c'est-à-dire l'humour de la dérision, et aussi c'est pour rebondir justement sur la question des banlieues, parce qu'il sait comment saisir, capter tous ces problèmes à travers ses sketchs et à travers son art d'humoriste. Voilà, merci encore une fois, et je passe le micro à Will Ludevin. Merci, bonsoir à tous. On va faire en sorte que le débat soit dynamique. L'objet de la conférence de ce soir, c'est apartheid. Vous avez dit apartheid, donc évidemment, on revient sur la déclaration exagérée ou pas. On va en parler de Manuel Valls le 21 janvier, quelques jours après les attentats de Paris. Donc, à votre gauche et à ma droite, Jacques Donzelot. Bonsoir, vous êtes historien du social et sociologue de l'urbain. Vous co-dirigez la revue Tous Urbains, vous êtes membre du comité littéraire de la revue Esprit et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Et à ma gauche, Amar Reni, vous êtes à la base éducateur, mais vous interrogez votre pratique par des études universitaires. Vous avez cofondé l'Observatoire national des banlieues et des périphéries en 2008 et vous faites actuellement un doctorat vous terminez votre doctorat avec Sylvain Lazarus. Alors, peut-être d'abord, et même si parfois ça noie un peu le fond, mais on y viendra vite, la question sémantique, fallait-il prononcer le mot apartheid? Était-ce une bonne idée? Était-ce approprié? La question s'adresse à moi. Hein. Oui. Bon, fallait-il utiliser cette expression? Peut-être, je ne me mouille pas, hein, peut-être parce que il y a une usure des mots servant à décrire les banlieues dites en difficulté, une usure de mots, un travestissement de leur sens qui autorise en quelque sorte à faire une surenchère rhétorique. La question étant de savoir si cette surenchère se justifie par autre chose que l'inflation ordinaire du blabla politique, si ça donne lieu à un renouvellement politique, bon, des choses c'est tort. Alors, pour préciser ce que je veux dire par cette justification, pensez que les mots habituels, les mots qui servaient avant apartheid, pour parler des banlieues en difficulté, pensez le mot relégation, c'est un mot quand même déjà très fort, puisque c'est un mot qui, dans la Grèce antique, veut dire interdiction de séjour sur le territoire national. Bon, hein, quand on était relégué, on ne pouvait plus revenir au pays, c'est quand même ça. Et la relégation signifiait quand même aussi la déportation. Bon, donc c'est quand même... Et simplement, ce mot s'est trouvé banalisé depuis son lancement en 1991 par un premier rapport sur la politique de la ville. Et il a été travesti, son sens s'est travesti à partir du moment où il a servi. Par exemple, très récemment, depuis 2010, par là, par l'effet d'un géographe qui s'en est saisi pour déporter, si je puis dire, la question de la population oubliée, maltraitée, des banlieues vers la France profonde. C'est les pauvres, la population des villages et des petites villes de la France profonde, c'est-à-dire loin des métropoles, celles qu'on oublie
au profit de ces banlieues dont on parle trop, auxquelles on consacre trop d'argent. Là, je désigne un géographe qui s'appelle Christophe Guilly, qui a parlé de la France périphérique et qui a déplacé le mot relégation pour désigner cette population-là, avec une acception, bien entendu. Au départ, il est un peu chevènementiste, hein, pour préciser, mais en gros, ça a servi essentiellement le discours du Front National. Bon, on peut faire la même chose avec le mot ghetto. Hein. Le mot ghetto, c'est autant banalisé pour décrire toutes les formes de séparatisme, de sorte qu'il y a les ghettos de riches. Maintenant, c'est devenu, avec les époux Pinson et Charlot, on parle autant des ghettos de riches que des ghettos de pauvres. Et le séparatisme d'Edgar Morin, c'est une manière de désigner tout le ghetto, ce qu'il appelle le ghetto français, c'est-à-dire une société subissant une logique de séparation. J'avais moi-même utilisé ça dans ce sens-là. Donc voilà, il y a une usure des mots, mais il y a aussi quand même un petit quelque chose qui fait que dans le contexte où il a été utilisé, même si Manuel Valls l'avait utilisé avant, ce mot d'apartheid, je crois en 2008 ou avant, bon, c'est le recours à l'expression et la raison pour laquelle il y a mis un accent aussi fort, c'est bien sûr de pouvoir souligner, remettre la dimension ethnique, très fortement raciale qui est associée à l'apartheid, bon, et rendre compte de tout ce qui était sous le feu des projecteurs, à savoir les banlieues où on a une ostentation des coutumes et des costumes des pays d'origine. Je finis. Hein, et la montée donc de l'islam et parfois du terrorisme. Donc tout cela, le mot apartheid permet de dire cette montée tient à la concentration, mais une concentration contrainte de type apartheid. Donc on peut lui accorder une certaine justification à son emploi. Voilà. Vous, Amar, alors pour être tout à fait clair, on avait fait une interview ensemble dans Libération, donc je connais un petit peu déjà la réponse, mais vous m'aviez dit à l'époque que vous, apartheid, le mot vous choquait vraiment et qu'il n'était pas bon du tout. Ouais. Non seulement à l'époque je vous avais dit ça, mais je pense qu'il est encore plus grave qu'on le pense en réalité. Pour moi, c'est un mot grave dans la mesure où j'avais dit à l'époque qu'il faut faire attention à l'usage de ce mot, d'une part parce qu'il est corrompu, et j'y reviendrai là-dessus, et d'autre part parce qu'il convoque musulmans, il convoque terroristes musulmans, et il se trouve que, sans faire de polémique, mais quand même il me faut insister dessus, c'est que le président du CRIF juste après, et d'autres d'ailleurs, ont dit oui, il existe, la responsabilité incombe aux musulmans. Donc de toute façon, le mot, dans la mesure où on clive une société, je pense que ça ne peut pas être un bon mot. Mais il est d'autant plus corrompu parce que le Premier ministre l'utilise dans une séquence particulière. Il l'utilise, comme l'a dit M. Donzelot, juste après les événements, les assassinats de janvier. Donc déjà, son usage juste après les assassinats, quel rapport? Pourquoi il a besoin d'utiliser apartheid? Dans ce cadre-là, nous on sait qu'en réalité, la question des attentats n'a rien à voir avec la banlieue, n'a rien à voir avec la ville, n'a rien à voir avec le monde rural. C'est quelque chose d'autre qu'il nous faut continuer à analyser et réfléchir. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une question assignée aux habitants des banlieues. Je pense que c'est une erreur. Vous permettez que je remette mes lunettes parce que je ne vois pas clair en fin de compte. J'avais pris quelques notes. D'autre part, j'avais noté que... Enfin, en tout cas, quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était l'idée qu'on utilise un tel mot alors qu'il était, pour ma part, il représentait une référence liée à l'Afrique du Sud, donc liée à Nelson Mandela. Et je trouvais que c'était pas... Comment on pouvait utiliser un mot quand on sait ce que l'Afrique du Sud, ce que les habitants de l'Afrique du Sud ont subi, ce que ont vécu. Et je me demandais comment c'est-il que les habitants, enfin les militants de l'ANC n'aient rien dit. Je suis étonné qu'ils n'aient rien dit. Et je me demande si on aurait pu utiliser le mot si Nelson Mandela était encore vivant. C'est une question à laquelle on ne saura jamais la réponse. Mais en tout cas, je me suis posé ces questions. Ensuite, pour moi, comme l'a dit M. Donzelot, la question de apartheid tente de justifier la thèse du ghetto. Mais pour faire fonctionner la thèse du ghetto, on a besoin de catégories sociales.
Et une des catégories, par exemple, c'est immigré, ou issu d'immigration, jeune issu d'immigration. J'ai 53 ans, ma mère était française, et mon père algérien. Ils habitaient tous les trois dans un département français, en Algérie. Mais aujourd'hui, 53 ans après, je suis toujours issu d'immigration. Ça veut dire que pour moi, je ne serai jamais français, en fin de compte. Je serai toujours issu de quelque chose. Donc le mot, pour moi, la catégorie issue d'immigration, elle n'est pas pertinente. Et comme on n'a pas d'autres mots pour essayer comme on n'a pas inventé de nouvelles catégories, comme on ne sait pas réfléchir sur de nouvelles catégories, on utilise des catégories qui, à mon avis, ne sont pas pertinentes. De même que on dit... on pourrait faire les mêmes analyses avec le religieux, avec musulmans. Parmi les musulmans, c'est encore très, très, très compliqué. Est-ce que musulman, c'est une catégorie homogène? Sur quel prétexte? En tout cas, ghetto, ça ne peut pas être un mot pertinent. Et de le banaliser, c'est banaliser, pour moi, quelque chose qui a une consonance historique. Je pense, entre autres, au ghetto juif de Varsovie. Je pense au ghetto Southside aux États-Unis. Je pense à d'autres choses. Et que moi qui travaille à Grigny, je ne dis pas qu'il n'y a pas de concentration de gens français de couleur noire, parce que je dirais que c'est des Français, pour la plupart en tout cas. Soit ils sont français, soit ils sont étrangers, mais pas issus d'immigration. Issus d'immigration, ça ne permet pas de dire on est français. Et ensuite, Willy qui est venu à la Grande Borne plusieurs fois, parce que la Grande Borne c'est un quartier difficile. Et bien évidemment, il y a des choses qui s'y passent et qui sont difficiles et qu'il nous faut réfléchir à cette difficulté. Mais il existe à l'intérieur de la Grande Borne un grand bâtiment, une grande médiathèque où il y a plein de gens qui y viennent, au plein cœur de là. Pour ceux qui sont déjà allés dans des ghettos, je veux dire, il y a vraiment un service public, il y a vraiment une présence, c'est vraiment vivant. Il n'y a pas que simplement des jeunes délinquants qui font la loi. C'est pas vrai. C'est pas pour ça que je veux être angélique, loin de là. Mais pour qu'il y ait une thèse du ghetto aussi, il faut qu'on puisse parler d'enfermement des populations. Il faut qu'on puisse dire que les habitants sont assignés sur un territoire. Et moi, je peux pas dire ça comme ça. Je ne dis pas que c'est facile de sortir de là, mais il y a d'autres raisons économiques qui peuvent l'expliquer. Et surtout, la question du ghetto, pour ma part, c'est une façon... comment je vais dire ça? C'est une façon... parce que si on rentre dans un quartier... Parce qu'on dit que l'État n'est pas présent sur le territoire de la Grande Borne. Pour moi, il y a beaucoup d'États à la Grande Borne. Il y a peut-être même trop d'États. Mal d'États sans doute, mais beaucoup d'États. Et je veux dire, par exemple, on dit que la police n'a pas le droit d'y rentrer. C'est pas vrai. La police, elle y est tous les jours là-bas. Elle y est même, à mon avis, dans des formes un peu compliquées avec les habitants. Il n'y a pas de différence entre une maman et des jeunes. Par exemple, il fut un temps où il y avait des camions de CRS qui partaient de la Grande Borne jusqu'à un autre quartier qui s'appelle Grigny 2. C'était des dizaines et dizaines de camions. Tous les gens étaient contrôlés régulièrement, les mamans y compris, parce qu'il faut voir comment sont traités les habitants. Et c'est de cela ça me permet de le dire ici. Par exemple, bien souvent, les enfants assistent impunément, enfin pas impunément, sans pouvoir rien dire, sans pouvoir rien faire. Les mamans sont collées sur en revenant de faire les courses. Elles sont collées sur le pare-brise, on leur écarte les jambes, on les fouille devant leurs enfants sans rien dire. Pendant la période du Ramadan, il y a eu un article d'ailleurs dans Libération où la police, elle rentre sur des prétextes, elle a sans doute des raisons. Et elle rentre, elle maltraite les papas qui sont là, elle maltraite tout le monde. Il y a un journaliste qui est venu faire aussi un livre sur le quartier de la Grande Borne qui dit que les... je vais le citer, j'ai pas de problème là-dessus. Il s'appelle Luc Bronner, dans La loi du ghetto, et donc il dit... que les enfants, ils font la loi, c'est des zones de non-droit, et les enfants, les parents, après minuit, ne peuvent plus sortir du quartier. Mensonge. Comment un enfant oserait contredire son père à l'intérieur? Dans le cadre des émeutes, quand il y a des émeutes à la Grande Borne, des conflits avec la police, ce sont les pères et les mères qui sont dehors qui font rentrer leurs enfants. Il n'y a aucun enfant qui oserait contredire un parent ou faire le contraire. Donc il y a plein de choses comme celle-là qui me permettent de dire que la thèse du ghetto, elle n'est pas pertinente. Cependant, j'en termine. Cependant, il se passe bien quelque chose. Je veux dire, il y a bien une concentration de population qu'il nous faut identifier. Il y a bien de maltraitance, mais y compris vis-à-vis des habitants. Il y a bien des injustices à l'école. Il y a bien plein de choses. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il nous faut prendre les mots qui conviennent. Il ne faut pas prendre des catégories sur lesquelles on n'a pas pu vérifier. Alors justement, Jacques Donzelot, il y a un mot, lui, qui revient souvent dans les quartiers populaires, dans les périphéries, qui est le sentiment d'un deux poids, deux mesures.
Concrètement, quelle est l'expression de ce 2 poids 2 mesures? Que veulent nous dire les habitants quand ils nous disent qu'ils ont l'impression d'évoluer dans une société du 2 poids 2 mesures, au niveau policier, au niveau de la justice, au niveau de l'éducation? Et qu'est-ce qui différencie ce sentiment-là d'un sentiment d'apartheid? Alors, j'aurais peut-être un peu de mal à répondre de manière sobre à votre question, mais par rapport à puisque 2 poids 2 mesures, à cette question 2 poids 2 mesures, j'avais envie de répondre, mais de la même manière qu'on utilise le mot apartheid, qui est énorme, qui est délibérément exagéré, bon, on utilise des mots, d'ailleurs on est dans l'exagération ou dans l'euphémisme, parce que pour désigner la population immigrée ou d'origine immigrée, issue de l'immigration, on a littéralement inventé un autre mot, mais qui s'appelle diversité. La diversité, on pourrait dire, c'est la condition humaine. On fait tous partie de la diversité, mais non. La diversité, ce sont les minorités issues de l'immigration. Je vous donne juste une image. Une fois, j'étais avec un journaliste qui avait sa caméra et il voulait faire dire à un gosse, un joli garçon de 12-13 ans, de quel pays il venait. Et il lui demande d'où viens-tu, d'où es-tu issu? Et le gosse, avec un superbe sourire, de lui dire « Moi, monsieur, je suis issu de la diversité ». Ce qui était une parfaite manière de renvoyer à la gueule de ce journaliste le langage châtié, hypocrite, faux cul, qui fait qu'on passe de l'euphémisme à l'exagération, tellement on est mal à l'aise avec les mots pour parler de ce qui n'est pas nous, comme nous. Hein, des citoyens, quoi, hein, normaux. Bon, mais on ne veut pas dire normaux quand même. Bon, alors, comment on appelle ceux qui ne sont pas issus de la diversité, ceux qui ne font pas partie de la diversité? Vous savez, vous? Moi, pas. Je sais pas. Français de souche. Oui, mais quand on dit français de souche, c'est un peu inquiétant. Alors, la question, oui. Non, la question, c'était, est-ce que, selon vous, les critères... alors, il y a dans apartheid, il y a une caractérisation, une intentionnalité. C'est un régime qui se voulait raciste, avec des lois adaptées pour cette politique-là. Est-ce que, selon vous, il y a sciemment, de la part des gens qui dirigent la France de droite ou de gauche, une intention de maintenir les quartiers populaires dans un régime de relégation, ce que vous disiez tout à l'heure? Non, il y a tout sauf ça, mais ils n'y arrivent pas. Et je dirais même ils n'y arrivent pas parce qu'ils veulent trop dissoudre, faire disparaître ces quartiers qui dérangent, dont la vue est obscène et offense l'image que la République veut offrir d'elle, de sa population, c'est-à-dire une égalité des territoires où aucun ne se différencie vraiment des autres, où l'État offre à tous les citoyens, où on ne voit pas de concentration particulière qui ferait offense, qui signifierait que on n'est pas une société composée de citoyens égaux, libres et fraternels. Fraternelle parce que alors on fait des ateliers de la fraternité et du vivre ensemble non mais je plaisante, je veux dire est-ce qu'il y a, bon moi la question que vous me posez, non, on a une politique qui est la politique de la ville, puisque c'est le sens de votre question. Est-ce qu'il y a une politique de la ville qui veut vraiment éviter une logique qui serait d'apartheid, de séparation? Mais oui, depuis, pas tout à fait depuis le début. Quand on regarde l'histoire de la politique de la ville, et c'est pour ça que quand Manuel Valls parle d'une politique de peuplement, il veut dire de dispersion des habitants de ces quartiers pour qu'on ne le... Bon, mais ceci disant, il est en conformité avec l'axe central de la politique de la ville, de plus en plus central, parce que si vous regardez l'histoire de la politique de la ville, vous avez une progression vers cette idée de dispersion. Défaisons ces quartiers, faisons en sorte qu'on ne voit plus du tout
de regroupements particuliers. Bon. Et donc de risque que certains soient traités différemment que les autres, puisqu'ils seraient tous répartis aussi équitablement que possible. Bon. Et vous avez une politique qui, pendant les années 80, a mis l'accent sur les gens. On va vous donner de l'argent pour que vous fassiez de la vie associative, c'est vous la solution. Ensuite, on a demandé, on s'est dit non, les gens, c'est pas la solution. Alors, les agents, bon, on va augmenter le nombre de fonctionnaires, d'enseignants, de policiers dans ces quartiers. C'est les années 90. Puis comme ça ne marche pas non plus, y compris avec les zones franches urbaines, on passe à les lieux. Alors là, la politique, c'est les années 2000. Les lieux, c'est agissons sur les lieux pour démolir, reconstruire et via la rénovation urbaine, provoquer une modification de l'occupation de ces territoires en faisant venir des classes moyennes. C'était déjà bon. Mais la mixité, c'est une politique consensuelle entre la gauche et la droite. Hein. Depuis de plus en plus, c'est le point sur la politique de la ville, le consensus, il est là. Mixité, mixité, mixité. Mixité, ça veut dire on veut faire disparaître tous ces regroupements. C'est-à-dire que nous, en France, on a commencé, vous voyez, avec on a commencé par une politique que si on prend le vocabulaire anglais ou américain, que les Américains appelaient people, hein, c'est people versus place. Hein, ou bien on sort les gens de ces quartiers, c'était ça. Bon, c'est une politique, c'était un débat dans les années, aux États-Unis dans les années 60. Et place, c'est on traite les lieux, on enrichit les lieux pour qu'il y ait une population plus diverse, on va dire. Bon. Ou bien, people, ces gens pauvres rassemblés dans des ghettos, on va les faire partir vers des endroits où ils retrouveront des classes, pourront se répartir dans les classes moyennes. C'est simplement nous, les Américains, eux, ils ont commencé par l'idée de traiter les lieux, d'enrichir les lieux. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et ils sont passés à aider les gens à aller. Moving to opportunity. Hein, les programmes, c'est faire aller les gens, faire sortir les gens. Bon. Nous, on a fait le contraire. On a commencé par s'occuper un petit peu des gens en leur donnant un peu d'argent associatif, on continue. Hein. Bon, mais ça ne marche pas, ou on ne le fait pas bien, et on est passé à non, c'est les lieux qu'il faut traiter, il faut en finir avec ça une fois pour toutes. Hein. Allez, bon, on va mettre le fric qu'il faut, et vous allez me démolir, et on va reconstruire ça, on va faire venir des classes moyennes. Bon, c'est le plan de rénovation urbaine de Borloo, 2003, 2013. Bon, 2005-2013, ça n'a pas donné de résultats convaincants en termes de mixité. Donc, hébétude relative des politiques et que n'a changé en rien la loi Lamy. Voilà. À Marigny, en tant que journaliste, moi je suis toujours assez sensible à la façon dont les gens se définissent et dont quels sont les bons mots. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire dans les médias que d'employer des concepts ou des mots qui ne correspondent pas aux gens dont on parle. On s'était dit au mois de janvier, quand on s'était vu, que apartheid ne correspondait pas aux habitants de Grigny. Alors qu'au départ, il y avait deux sentiments. Au début, ça leur semblait un petit peu séduisant. Je me rappelle, vous m'aviez dit, oui, apartheid, au départ, les gens ont plutôt tendance à dire que c'est ça, c'est le cas. Avant, en fait, de s'apercevoir, en réfléchissant avec eux, que ça ne marche pas. Donc, pourquoi ? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est ces politiques de mixité, toujours, les gens, souvent, nous disent on a changé le contenant, mais on n'a jamais changé le contenu. C'est-à-dire qu'avoir des bâtiments, des voiries neuves, c'est certes très intéressant, mais le fond ne change pas. C'est-à-dire une discrimination toujours scolaire, au niveau de la justice, au niveau de la police, etc. C'est des questions difficiles. Les termes apartheid, ça c'est sûr qu'ils ne marchent pas. Le terme ghetto, bien souvent des jeunes l'utilisent, mais dans l'idée d'une idée de faire valoir une réputation. Donc on vient d'un quartier qui est compliqué, qui est difficile, qui fait peur. Donc l'idée, ouais, on est dans le ghetto, on a grandi, donc il y a toute une question
de représentativité, de représentation, de la virilité et tout ça. Je veux dire, ça existe. Mais très vite, quand on discute avec eux, quand on prend le temps de poser toutes ces questions-là, le mot ghetto, très vite, il disparaît parce que les gens savent très bien ce qui est convoqué derrière cela. Donc ils l'abandonnent et ça ne tient pas du tout la route et ça ne marche pas. En tout cas, les gens avec lesquels je discute. Et puis ils sont nombreux à Grigny. Ensuite, sur la question de... je ne sais pas comment l'aborder, sur la question de... La rénovation urbaine qui n'est qu'un pas. Oui, parce que la politique de la ville, on ne peut pas tout jeter. Enfin, de mon point de vue, on ne peut pas tout jeter. Il y a des choses, par exemple, quand il s'agissait de rénover des bâtiments qu'il n'y avait pas, ou de mettre des écoles là où il n'y avait pas de lieu, des gymnases là où il n'y avait pas. Moi, je trouve que c'était bien de le faire. Je veux dire, c'est un coût, mais bon, je trouvais que c'était plutôt bien. Après, la question, c'est qu'on a mis en place des bâtiments, mais on n'a pas donné les moyens pour que ça fonctionne. Et je pense que la plus grande difficulté, en tout cas, je vais parler sur certains quartiers que je connais bien dans l'Essonne, c'est qu'il y a eu un abandon total, parce qu'on parle toujours de l'éducation. L'éducation, on vise l'éducation simplement sur un lieu qui serait l'école. Mais l'école, c'est, admettons, 140 jours par an. Il reste quand même les 220 autres où les gens ils sont livrés à eux-mêmes. Et là, par exemple, M. Donzelot parlait dans le cadre des politiques de la ville. Dans le cadre des politiques de la ville, il y a ce qu'on appelle un contrat de ville. Et on demande aux collectivités de mettre en place, par exemple, une politique jeunesse. Donc, ils vont décider de mettre en place une politique jeunesse sans jamais avoir rencontré la jeunesse, sauf ceux qui viennent dans les structures. Mais les autres, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut parler d'une politique jeunesse si on n'est pas capable d'aller interroger les jeunes, de savoir où ils sont et comment ils occupent leur temps libre? Moi, on peut toujours construire des projets, donc on ne répond pas. Ça, c'est un des points, on pourra en citer d'autres. Mais par exemple, sur le territoire de la Grande Borne, la Grande Borne a été construite en 70. On pourrait expliquer le pourquoi, mais bon, ce n'est pas le lieu. Mais elle a été construite en 70, et en 72, il y a une dame qui s'appelle Marie-Josée Chombard-Delot, qui a fait une enquête, et ça s'appelle « L'enfant en jeu ». Et les propos qui sont donnés aujourd'hui par l'ensemble des sociologues ou des professionnels ou des politiques, on les prend, on les colle à ce qu'elle disait là. Je ne vois pas de différence entre ce qu'elle dit. Sauf qu'à l'époque, on ne parlait pas de mixité sociale. On parlait d'une autre mixité sociale, mais il n'y avait pas de Maliens, il n'y avait pas de Sénégalais, il y avait très peu d'Arabes à la Grande Borne. Mais donc il y avait beaucoup d'Italiens et de Portugais. Et on ne parlait pas d'eux, on disait, il n'y avait pas cette idée d'issue de l'immigration ou autre. Et donc elle explique que les mots qui sont utilisés par les travailleurs sociaux, les enseignants, tous, sont exactement les mêmes. Et à l'intérieur, elle explique à un moment donné, dans son enquête, elle dit que les enfants, il y avait des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes parce que les parents partaient travailler. Ils abandonnaient les enfants le mercredi, enfin c'était à l'époque le jeudi, avec une clé autour du cou, et ils traînaient toute la journée, jusque le soir que les parents rentrent, avec une clé autour du cou. Si des fois il y avait un voisin qui devait le ramener, et ainsi de suite. Et donc la question où on abandonne les enfants et tout, ça mérite qu'on s'y interroge réellement. Et là, progressivement, il y a eu, dans la ville de Grigny, jusque dans les années 80, il y a eu il y avait l'idée d'une politique d'éducation populaire. Très très vite, cette idée, enfin très vite, j'exagère. Dans les années 85, ça commençait déjà à se flétrir, cette éducation populaire. Et en 96, en tout cas, je vous donne moi ma vision de la chose, en 96, il y a eu à Grigny ce qu'on appelle l'affaire d'Atis-Mons. L'affaire d'Atis-Mons, c'est des enfants des jeunes de Grigny qui sont allés dans une soirée, une boum dans une ville d'à côté, à Atis-Mons, et ils se sont fait agresser, on leur a volé leur scooter. Et ils sont revenus dans le quartier en disant « Regarde, on s'est fait humilier, ainsi de suite et tout ». Ils sont revenus, et ils ont pris une trentaine de voitures blindées à la gueule, excusez-moi l'expression, et ils sont partis en signe de représailles sur Atis-Mons. Et là, il y a eu un mort, non, je ne vous dirai pas le nom, mais vous pouvez le retrouver sur Internet. Et il y a eu un mort et qui a été tué, mais d'une manière très très sale. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots. C'est Olivier Bertrand qui avait signé l'article. Et il se trouve que quand ils sont revenus, ces jeunes-là, donc le lendemain, la police elle vient, elle arrête tout le monde. Et très vite, il y a plusieurs dizaines de jeunes qui sont incarcérés. Sur les jeunes, il y a une trentaine qui resteront en prison. Il y a un jugement, ainsi de suite. Et bon, sur les 30 jeunes qui ont été incarcérés pendant plusieurs mois, le temps du jugement, quand ils sortent, certains vont sortir, il n'y en a que 5, les meurtriers qui seront restés en prison pendant une période de 10 ans. Il n'y a eu aucune manière de trouver les formes de réparation de ces gens. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun accompagnement éducatif, il n'y a eu les moyens
de ne pas laisser cette chose-là comme si on a construit des non-dits. Un peu ce que dirait Boris Cyrulnik sur la question des fantômes, le murmure des fantômes. Et on a laissé les gens sans rien. Et là, je pense qu'il s'est passé une cassure parce qu'on a dit, tiens, si ces jeunes sont capables de tuer, demain, ça peut être nous. Et progressivement, sur la Grande Borne, il n'y a plus aucun travailleur social qui se rendait sur les lieux où se manifestaient des risques, où les jeunes se rassemblaient. Et depuis 1996, progressivement, tous les gens ont déserté les lieux où se réunissaient les jeunes. Il n'y en a pratiquement plus. Aujourd'hui, on est en 2015. Je le dis vraiment, j'espère que vous allez l'entendre comme ça, en très grande modestie, on doit être 3 à tout casser. Et moi, je fais partie des plus vieux. Donc, il n'y a plus de contact avec le club de prévention qui existe, et je m'en arrêterai là. Le club de prévention qui existe, de par la loi, il s'occupe des jeunes au collège, donc ils vont s'occuper des 11-14 ans. Il y a toute une population entre 16 et 20 ans, ils n'ont plus aucun contact avec des adultes. Il n'y a plus d'adultes référents. Ils sont livrés à eux-mêmes là-bas. Et ce n'est pas une question de ghetto, c'est une question de responsabilité des adultes, de l'institution, où on ne peut pas laisser les choses comme celle-là. Et donc il y a une question éducative qui devait être posée à mon sens. Mais alors, quand on vous entend quand même tous les deux, on a l'impression qu'il y a une intention derrière tout ça. Sinon, qu'est-ce qui l'explique? Est-ce simplement un manque de moyens? Ne pas investir sur l'éducation dans les quartiers populaires, c'est une volonté politique de ne pas le faire, en tout cas. Jacques, vous permettez que je réponde 2 secondes? En réalité, je ne sais pas qu'ils n'y croient pas. Enfin, c'est pas que c'est volontaire, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ne croient plus à l'éducation. Et qu'aujourd'hui, il y a une formule que j'utilise tout le temps, c'est de dire il vaut mieux laisser des innocents en prison que des coupables dehors. Il y a quelque chose qui s'est inversé. Et l'idée d'aller... c'est qu'on ne croit plus à cette idée d'éducation populaire. On ne croit plus comment on peut faire de ces hommes autre chose que ce qui se passe là. Je ne pense pas que ça soit une volonté directe. Je pense qu'on ne croit plus à un projet. C'était dit autrement tout à l'heure, mais on ne croit pas à un projet comme celui-là. Oui, aussi, si j'avais à dire ce qui va pas dans cette politique, quels que soient les moyens assez considérables financièrement qu'elle déploie quand même, surtout en matière de rénovation urbaine, pour le reste c'est beaucoup moins évident, c'est que le mot même apartheid, puisque c'est le fil conducteur qu'on prend pour essayer de décortiquer ce que signifient ces quartiers et les politiques qui s'y jouent, qui y sont déployées, le mot apartheid ne va pas... Là où il gêne, c'est qu'il ne permet pas de définir ce qui, d'un point de vue politique, constitue l'enjeu de ces quartiers. C'est-à-dire que ces quartiers sont à la fois une ressource pour ceux qui y vivent et un obstacle. C'est ambivalent, c'est les deux choses. C'est-à-dire que c'est une ressource au sens où, depuis que la ville existe, du moins depuis que l'urbanisation existe, il y a toujours des quartiers où vont se retrouver les populations les plus récemment arrivées, que ce soit qu'elles viennent des campagnes du pays ou qu'elles viennent d'autres pays. C'est des quartiers où les gens se retrouvent entre eux, forment village dans la ville, un village dans la ville. Un village dans la ville, c'est-à-dire qu'ils reconduisent dans la ville une partie des formes de solidarité du pays d'origine, qu'il soit le village, on va dire, français ou le village lointain. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rassurant dans le fait de se retrouver. Et cet aspect-là n'est pas valorisé, il n'est pas reconnu, il est annulé. Bon. Ça, c'est très important. C'est un obstacle au sens où le village dans la ville, lorsqu'on n'en sort pas, il devient en quelque sorte un lieu de repli. C'est la tentation du repli. C'est ces gosses qui disent à ceux qui travaillent bien à l'école, mais t'es con, tu y crois, etc. Bon, il est interdit d'espérer. C'est un petit peu ça. Et l'interdit d'espérer, il se transmet entre eux. Bon. Sinon, par des moyens qui vont être beaucoup plus de recourir à des formes illégales d'acquisition, etc. Bon.
de trafic, de tout ce que l'on veut. Bon, ça c'est légitime d'espérer. Bon, mais parce qu'au moins, là, il n'y a pas d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer à la fois, pour jouer un quartier comme à la fois une ressource et un obstacle, et non pas seulement comme ce qu'on ne veut plus voir, hein, ce qu'il faut faire disparaître. Comment tenir compte de cette réalité et en même temps permettre aux gens de ne pas y rester prisonniers. Bon, parce que tenir compte de la fonction d'accueil, de réassurance sur une génération, pas 3, bon, il y en a 3, bon, peu importe. C'est une fonction. Bon. C'est une fonction qui a été reconnue par des sociologues anglais au milieu du XXe siècle. Vous avez un historien remarquable, canadien, que vous avez sans doute lu, Doug Saunders, Du village à la ville, qui a écrit le meilleur livre que vous pouvez trouver dans le monde entier sur ce phénomène des migrations. Et parce qu'il a enquêté dans beaucoup de pays du monde entier sur ce passage de migration nationale ou internationale et la constitution de ces quartiers. Il a d'ailleurs au passage décrit la ville d'Évry comme le repoussoir par excellence, comme le lieu le plus dur parmi ceux où il a enquêté. Évry, la ville de Valls, bien sûr. Bon. Je me souviens avoir fait un débat avec Valls il y a beaucoup d'années. Bon, dans sa bonne ville, il ne parlait pas d'un apartheid. Mais vous voyez, là, comment est-ce qu'on peut tenir compte de ça? Il y a parfois des concepts qui permettent de trouver des solutions. Je vais vous citer, si on considère que c'est une ressource, un quartier, mais qu'il faut en sortir, il faut adopter une stratégie qu'on pourrait dire, en utilisant les mots américains, aider les gens dans les lieux où ils vivent pour leur permettre d'en sortir. Ils appellent ça « People, Place, Based Strategy ». Hein, c'est la troisième solution qu'ils ont trouvée, après celle des lieux, du traitement des lieux, de la mixité, et puis celle de la discrimination positive, l'affirmative action. Bon, ils se sont dit, non, ça marche pas. Bon, il y a peut-être une troisième solution. La troisième solution, elle est là, elle est de tenir compte de ce que les gens ont besoin de se retrouver. Alors, d'abord, et comment on peut faire? Conceptuellement, il y a une trouvaille, un Américain, il y en a qui ont des trouvailles, qui s'appelle Granovetter, qui a établi une distinction entre les liens forts et les liens faibles. Vous connaissez sans doute cela. Bon, les liens forts, c'est ceux du proche, de la famille. Les liens faibles, c'est ceux du lointain par lesquels transitent des opportunités d'emploi, de tout ce que l'on veut. Ce Granovetter, il a trouvé cette distinction en se posant la question très pragmatique, très simple. Comment ça se fait que parmi les Noirs qui ont des difficultés à trouver du travail, seuls réussissent vraiment ceux qui ont fait la guerre du Vietnam? Il se posait la question en 1975. Et sa réponse, c'est simple. Grâce à la guerre du Vietnam, ils ont établi des contacts avec des Blancs qui habitent bien en dehors de leur quartier, dans d'autres villes, etc. Mais une fois revenus au pays, eh bien, ces contacts restent quand même, c'est des envois de lettres, genre, dans ma ville, il y a des emplois qui se créent, tu devrais venir voir, je crois que tu as une chance, tu me disais que chez toi, il n'y avait rien. Mais ce qui fait que quelqu'un peut y aller, que le Noir en question peut y aller, c'est qu'il dispose d'un entourage qui va lui permettre, qui va l'aider financièrement à y aller, le soutenir moralement ou tout ce que l'on veut. Et autrement dit, c'est la force des liens faibles qui repose sur les liens forts. Bon, vous voyez, non, c'est juste pour dire, il faut valoriser les quartiers, la vie dans les quartiers, et surtout trouver des initiations, des formules qui permettent de s'initier aux opportunités de la ville et non pas de les vivre comme pas faites pour soi. Et ces formules, c'est tout simplement ce qui fait que des gosses dans une école ne sont pas que des gosses qui travaillent bien ou qui ne travaillent pas bien, qui sont méritants ou pas méritants. C'est des gosses qui ont
des aspirations, parce qu'ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire après, parce qu'ils ont vu ce que ça pouvait donner s'ils bossaient bien à l'école, etc. Ils ont vu des parcours, on les a initiés à des parcours, mais initiés concrètement, ou pas. Et le mérite scolaire, qui est notre seule obsession, qui est l'objet de nos débats politiques les plus, à la fois vrais et les plus consternants en ce moment sur la réforme du collège, c'est l'élitisme cinglé ou l'égalitarisme. Bon, mais de toute façon, on ne parle jamais des aspirations, de comment on travaille sur les aspirations et pas seulement sur le mérite. Et on ne tient pas compte du fait que le mérite ou la capacité scolaire est très fonction des aspirations que l'on éveille parce que vous savez, jusqu'à 12 ans, tous les gosses, ils ont un peu les mêmes rêves de devenir aviateurs ou des conneries comme ça. Bon, c'est après que ça change. C'est après que ça change. Il y a ceux pour lesquels les parcours, c'est assez clair. Les parents sont là, les réseaux des parents aussi. Le soutien va de soi pour les horizons qu'on peut rêver. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ces horizons, qui n'ont pas cela. Et ces initiations, je vous donne juste un exemple, mais excusez-moi, c'est pour des gosses en seconde, bon, ou d'un lycée, quartier dit défavorisé, une semaine de séjour dans une université. J'ai assisté à ça à l'université de Cergy, c'est tout à fait étonnant. Vous avez des gosses qui se mettent, il y a ceux de seconde, ceux de première, etc., qui sont un peu coachés par des étudiants et qui se mettent progressivement à former une sorte de club, c'est-à-dire ce fameux capital social qui fait que on réussit ou pas parce qu'on l'a ou qu'on l'a pas, hein, et qui est plus fort que le mérite. Mais ce capital social, au lieu de blablater à la Bourdieu, on peut le construire. Il faut l'inventer. Et ça, c'est pas la même chose que produire de la rénovation urbaine. C'est inventer d'autres voies, des voies sociales réelles, des parcours sociaux réels. Alors justement, voilà. Il y a un autre concept, avant de revenir avec vous, Amar, pour vous, Jacques, le concept d'empowerment, qui a été beaucoup poussé par justement François Lamy au début du quinquennat de François Hollande, qui consistait à dire que les habitants des quartiers populaires devaient se saisir de la destinée de leur propre territoire et devaient devenir acteurs et non plus subir la politique de façon verticale. Est-ce que c'est une bonne piste et est-ce que selon vous ça a des chances d'aboutir? Le mot empowerment, excusez-moi, je pousse un soupir parce que moi on n'est jamais le seul, mais je pense avoir été le premier à lancer cette expression, en 99, etc., puis 2003 dans un livre Faire Société, ça s'appelait Faire Société, et ce mot, je l'aimais beaucoup, il veut dire construire un pouvoir, parce que considérer que le pouvoir est un construit volontaire, ça, mais il veut dire essentiellement acquérir la confiance en soi. Et de la confiance en soi par son entourage. C'est un peu le sens de ces liens forts qui est d'autre part du branchement sur les liens faibles. Vous savez, le mot power, en anglais, vous l'avez sur les piles électriques. Power. Bon, l'empowerment, c'est rien d'autre que ça. Redonner du jus. Bon. Alors, quand on se la joue à la française, les traductions, je pense à... Co-construction. Pardon ? Co-construction. Oui, co-construction. Bon, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement vous allez faire avec. Mais on vit en France dans une situation qui est assez grotesque. C'est que, ou bien on considère que le pouvoir est quelque chose que l'élu veut bien donner à des habitants, et les habitants devront lui en savoir gré, donc devenir ses obligés. Mais quel est cet étrange pouvoir de partage, pouvoir que l'on partage, qui fait de ceux avec lesquels on le partage vos obligés?
Ça s'appelle du féodalisme. Mais vous avez l'expression inverse. Alors, le pouvoir, manière Marie-Hélène Baquet, l'empowerment, c'est uniquement la révolte. C'est la capacité de s'organiser pour lutter. Bon. Émancipation. Bon, le mot émancipation, il existe en anglais. Hein. Ils n'auraient pas inventé empowerment s'ils n'avaient pas éprouvé le besoin de désigner autre chose. C'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi pour réaliser son rêve américain. Les minorités aux États-Unis, que ce soit noirs, qui seront bientôt, et les latinos, qui seront bientôt majoritaires, ne viennent pas là pour combattre le néolibéralisme ou la mondialisation. Ils viennent là pour attirés par le rêve américain. Le mot empowerment veut dire avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi en appui sur son entourage. Bon, c'est tout. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est là où, quand on fait des traductions, soit dans un sens, soit de manière, je vais dire, soit on fait de l'élu clientéliste, enfin bref, le modèle des élus en France, qui sont presque tous clientélistes, je finance votre assos, vous me... faudra y penser le jour des élections, soit c'est genre front de gauche, on t'apprend à lutter contre, prend modèle sur le combat, hein, le community organizing, c'est ça, c'est le combat permanent. Non, les gens, ce qu'ils veulent, c'est cet appui mutuel pour pouvoir se lancer dans la vie, bouger. Bon, empowerment, ça veut dire se mettre en mouvement, hein, c'est la pile électrique pour bouger. C'est pas un combat politique au sens l'héritage de la lutte du prolétariat contre le grand capital. C'est pas ça. Je dois dire, pour ce que j'en ai compris, ils s'en foutent. À minima. Bon, l'argent, oui, ça les intéresse. Bon, c'est normal. Ils sont là pour ça. Pas que pour ça, mais pour ça aussi. Alors, il faut voir que la traduction qu'on a faite de ce mot, en France, je la trouve consternante. Bon, pour en avoir bavé, je me souviens que quand j'utilisais ce mot il y a 12 ans de cela, j'entendais des « ouh » dans la salle. Bon, ce mot, dégoûtant. Il a été approprié par les professionnels de la politique de la ville parce qu'ils se sont dit non, il nous faut un mot qui nous permette de ne pas avoir à rendre des comptes en termes de rendement, d'efficacité de nos politiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que l'on veut faire qui ne serait pas mesurable? Bon, on a trouvé l'empowerment, voilà, avec ça, on vous le... Mais ils l'ont traduit dans un langage on va dire, républicain correct, émancipation, bon, voilà. Ça ne veut rien dire, c'est du blabla. C'est une manière de renouveler la rhétorique qui dit la même chose. Amar, vous, au sein de l'Observatoire national des banlieues et des périphéries, vous avez aussi confronté la réalité de Grigny à celle d'autres pays. Vous êtes allé à Dakar et à Rio, dans d'autres formes alors de ghettoisation ou pas, c'est vous qui allez nous le dire. Qu'est-ce que vous en avez compris et vu? Voir la France à travers l'étranger, c'est souvent intéressant. Quelles sont les similitudes que vous avez vues et quelles sont les différences? Je suis obligé de repartir sur 2 points. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu la question de la rénovation urbaine sur Grigny, on a décidé, l'État et avec la ville ont décidé de casser des tours et un peu ce que disait tout à l'heure, de disperser des habitants et de les mettre loin. Et bien souvent, des habitants n'ont pas retrouvé le logement, contrairement à ce qu'on raconte. Donc il y a eu ça, donc on a décidé de faire ça en pensant que c'était la solution. Et donc la question qui était posée, c'était la question non pas du repeuplement, mais la question du dépeuplement. Donc l'idée, il y avait trop de gens de confession musulmane, noire ou je ne sais pas quoi, et donc il fallait les mettre ailleurs. Mais il ne s'agissait pas d'améliorer leur situation, c'est simplement de les faire quitter Grigny parce que c'était trop concentré. Et donc à partir de là, il y avait aussi un autre mot qui est important, c'est le mot de désenclavement. L'idée, c'était de désenclaver, parce que la Grande Bande, soi-disant, était un quartier. Donc l'idée principale, donc le préfet a dit, si vous voulez que je vous donne des subventions au maire de Grigny, vous devez accepter à tout prix qu'il y a une route, on appelle ça la traversante, qui traverse toute la Grande Borne. Et si vous n'acceptez pas ça, vous n'aurez aucune subvention. C'est comme ça ou c'est rien. Donc il y avait là-dedans. Et donc l'idée, il y a toute une idée de stigmatisation des populations, il y a toute une idée
enfin, de plein de choses. Et quand je suis allé au Brésil, que ce soit à Porto Alegre ou à Rio, mais par exemple, pour prendre pour exemple Rio, il y a des projets qui se ressemblent à plus. Le projet Pronachi, d'une part, qui a commencé, puis après, les projets de pacification. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultat, mais il faut savoir aussi que, par exemple, dans des favelas de Rio, on a chassé, et même si les propriétés, contrairement à la Grande Bande, elles appartenaient à certains habitants, on leur a dit non, vous devez dégager de là. Donc la force militaire est venue et les a chassés. Alors il y a eu des grandes manifestations, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et on leur disait, vous allez avoir, toujours sur une idée de discussion, de rhétorique, vous allez vous trouver dans un meilleur appartement, ça va être nettement mieux. Et on les a placés à 80 km de Rio, où ils avaient des difficultés de revenir sur le centre pour trouver du travail, donc ils n'avaient plus de moyens. Il y a eu des violences énormes et tout. Et là, encore une fois, les jeunes, quand ont vu leurs parents, tout ça, il y a eu des vraies révoltes et tout ça. Et ça a été très compliqué. En réalité, les projets de pacification mériteraient aussi d'être interrogés, parce que ça, c'est loin d'être clair. On dit pacification de paix, donc des projets pour la paix des habitants et tout. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de paix vis-à-vis des habitants pauvres, en tout cas. Et sur Dakar, il y a eu à peu près la même chose avec alors le gouvernement, au-delà du ticket sortant de Wade, qui voulait imposer une sorte dans la Constitution, dire je serai élu avec 25%, et après je déciderai qui va être mon successeur. Donc il y a eu des grandes révoltes à partir de là. Mais l'idée, c'était de construire une autoroute à péage qui passait de Dakar à Damieko. Donc je ne sais pas combien ça faisait de kilomètres, 40, 45 kilomètres, sous le prétexte d'un développement économique important. Donc une société, une sous-traitance d'Eiffage, ont décidé, donc ils ont détruit toutes les maisons, donc ils avaient promis aux gens d'être indemnisés et ainsi de suite. On a détruit leurs maisons à coups de bulldozer, on a tué les animaux qui étaient là, les familles ont été chassées dehors et tout. Et donc les mêmes logiques, les mêmes comportements là-dedans, avec des violences énormes. Par contre, à la différence du Brésil et de la France, à Dakar, il y a eu un groupe de rappeurs qui s'appelle le groupe Y en a marre, qui eux ont mis en place, ils allaient dans tous les quartiers de banlieue et tout, ils allaient expliquer en disant ma carte, mon vote. C'est le seul moyen pour peser sur de changer de président. Ils s'en foutaient de quel pouvait être le prochain président, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais l'idée, c'était que celui-là, il dégage. Et donc, donc partout, il y avait des slogans « Dégage Wade, dégage Wade ». On en a fait un film, si vous voulez regarder, c'est sur YouTube, ça s'appelle « Banlieue des lieux bannis ». Et donc, c'est ce groupe de rappeurs Y en a marre, aller dans toutes les banlieues, ils ont créé ce qu'on appelle les esprits yanamaristes. Et donc, ils expliquaient toute une démarche de citoyenneté, de là. Et le jour du 25 juin, je pense que c'était le 25 juin 2011, je crois, de mémoire, tous les jeunes de banlieue sont venus devant l'Assemblée et ont exigé que le retrait de la Constitution et tout, il y a une vraie mobilisation et qui a porté ses fruits, à mon sens. Donc, ils continuent. Bon, maintenant, c'est tombé à l'eau parce que le nouveau président a aussi trouvé ses logiques à lui, de gouvernement, et ainsi de suite, et donc il a racheté des gens, et ainsi de suite. Mais en tout cas, il y a eu l'esprit de quelque chose qui était né, que je trouvais intéressant. Et pour revenir aussi sur, et puis j'en terminerai, après je te rendrai la parole, sur l'idée d'apartheid. Apartheid, c'est... j'ai insisté lourdement parce que moi, le maire pour lequel je travaille, lui, il pense qu'il faut l'utiliser, apartheid. Il pense parce qu'il dit on va réutiliser les mots parce qu'il existe une vraie ségrégation spatiale, humaine, et qu'à un moment donné, moi je mets au défi le Premier ministre, puisqu'il parle de ségrégation, de me donner les moyens pour qu'à nouveau il y ait une égalité de la République. Et donc, il attend toujours, même si les gens ne comprennent pas tout, mais il attend toujours, et en réalité, il y a un nombre d'enseignants qui n'est pas là, dans les 2 collèges qui existent, dans les 3 collèges qui existent à la Grande Borne. Mais surtout, de par les nouvelles lois sur les politiques de la ville, toutes les villes ont vu leur budget être réduit avec fracas. Je veux dire, ça a des conséquences énormes sur toutes les politiques éducatives, sociales, culturelles et autres. Et donc, ça a des conséquences. Donc, l'idée de l'après-discours d'apartheid, quand il dit apartheid, oui, on tient compte de ce qui se passe, on a compris ça. Ouais, mais on a compris. Mais les résultats sont encore pires. C'est pas juste de dire ça, mais en tout cas, il ne prend pas en compte la réalité des besoins des gens et des collectivités pour améliorer le sort des gens. Alors, dernière question avant de prendre les questions du public. Est-ce que justement il faut prendre apartheid comme l'acte 1 de quelque chose de nouveau, selon vous? Est-ce qu'il faut prendre l'utilisation du mot À partir du moment où on l'utilise, on entérine quelque chose de lourd et on peut se dire qu'on va se donner les moyens de faire mieux. Ne faut-il rien attendre
de ce gouvernement et peut-être de ceux qui vont suivre. Le fait que cette expression a été utilisée à un moment particulier, de façon aussi ostentatoire, et de façon aussi exagérée, est une façon quand même de relier, et ce n'est pas totalement faux, même si on peut en discuter, le rapport entre terrorisme et, on va dire, échec de la politique de la ville en matière de règlement des banlieues, en matière d'intégration des populations issues d'immigration, de la diversité, la Caucase. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a c'est extrêmement exagéré. D'abord, il y a une part de réussite. Bon. Mais le fait que le mot ait été utilisé vaut comme, en quelque sorte, coup de pied dans les mollets d'un certain nombre on va dire, de services, je dirais, enseignement, police, santé, qui ne font pas grand-chose. On ne parle pas de santé, mais vous savez, c'est un gros problème, l'absence de services de santé dans les quartiers en question. Véritable, sauf si on les y introduit, comme à Grenoble, c'est une longue histoire, etc. Donc, je vous dis, moi je maintiens que le problème, il est, quand on dit apartheid, c'est un mot à la fois qui dit gravité de la situation, mais c'est en même temps un mot qui fournit un diagnostic implicite totalement faux du problème. Puisque la vraie erreur qui est derrière cette politique, c'est de ne pas comprendre la nécessité quartier pour les habitants et le fait que aussi c'est un obstacle pour en sortir. Donc, et que là derrière, ça renvoie à une difficulté qui tient à la conception française de la manière de faire société. C'est-à-dire qu'on est absolument incapable de relier communauté et citoyenneté. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, et pas que, mais c'est surtout dans les pays anglo-saxons, vous avez, pour eux c'est absolument évident, d'être membre d'une communauté, ça ne veut pas dire que vous êtes contre la citoyenneté, que vous êtes... Au contraire, la communauté de quartier est très souvent organisée en tenant compte des différentes composantes ethniques d'un quartier, et c'est comme ça d'ailleurs que vous avez dans une même organisation de quartier, des Noirs, des Latinos, des Blancs, etc., des gens de différents, des deux genres et des âges différents. Il faut absolument, impérativement, qu'on retrouve les réalités. Et cette communauté, d'en faire une communauté, c'est positif. Bon. Et ça, c'est l'aspect. Mais c'est déjà une première marche de citoyenneté. Tandis que nous, on vit la citoyenneté comme s'il y avait une relation disjonctive avec toute communauté. Le mot communauté est imprononçable, sauf pour quelques populations martyres, juives ou autres, mais ne prononcez pas le mot communauté. Mais communauté, c'est un mot assez chaud pour décrire le besoin de pouvoir compter sur son entourage, de le nommer, de le voir, de le vivre positivement et en même temps de disposer de chemins, de contacts, de connexions qui ne peuvent s'établir que si on est reconnu comme existant. On peut établir des contacts avec le dehors quand il y a un dedans. Quand il n'y a pas de dedans, c'est quoi le dehors? C'est l'impossible. Le problème en France, c'est ça. On ne reconnaît absolument, on est dans l'abstraction et le volontarisme. Jamais dans le réalisme et le pragmatisme. Bien, merci. On va, par souci d'efficacité, prendre 2-3 questions à la suite et ensuite on y répondra au fur et à mesure. Une question, donc, est-ce que l'un d'entre vous, ou les deux, tous d'ailleurs, de demander aux personnes qui, a priori, étaient concernées par cette expression. Moi, le mot ne me choque pas en tant que tel, si c'est considéré comme un déclencheur, en fait, pour apporter une réflexion. Est-ce que ces gens, comment est-ce qu'ils l'ont ressenti? Est-ce qu'ils ont dit, ah bah tiens, enfin quelqu'un met un mot fort, peut-être, au moins qui peut faire bouger les choses?
ou au contraire, ils se sont dit, tiens, c'est une stigmatisation supplémentaire. Après les attentats, enfin les assassinats, il y a eu, il faut savoir qu'il y a eu, j'allais dire, pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines de journalistes qui ont envahi la ville, et ils donnaient des coups de téléphone, ils étaient assistants, c'était très très violent leur présence, surtout l'idée de montrer. L'ensemble des gens, je le dis aussi avec beaucoup de modestie, l'ensemble des gens, je connais bien la grande bande, je connais pratiquement pas tout le monde, mais beaucoup, tous ont considéré, tous ceux avec lesquels je discute, je n'ai pas vu de gens qui ont considéré que le mot apartheid correspondait à quelque chose. Ils ont tous vécu comme quelque chose, la continuité d'une discrimination et d'une maltraitance. Je n'ai pas vu de gens qui m'ont dit le contraire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Je ne les ai pas rencontrés, ils ne m'en ont pas parlé. Vous voulez réagir aussi? Oui, on n'a pas encore parlé du chômage, plus de 50% de chômage dans les US. J'aimerais savoir, moi, pourquoi la politique de zone franche n'a pas fonctionné. Et aussi, je voudrais signaler que moi j'ai vécu quelques années à Saint-Denis, j'avais l'impression que les communautés étaient reconnues, au moins par le pouvoir municipal, donc ils existaient à l'intérieur, et pourtant, c'est pas pour ça que ça les a fait vivre à l'extérieur. Jacques. Alors, sur les zones franches urbaines, création d'Alain Juppé, 1996, etc. Bon, vous voyez, si on faisait une distinction entre la droite et la gauche, il y en a quand même, on pourrait dire, dans cette politique, la gauche, c'est développer les lieux avec les gens et les moyens de l'État. On appuie sur les gens et les moyens de l'État. Ça nous donne la vie associative, plus un peu plus d'enseignants, un peu plus de fonctionnaires, un peu plus de travailleurs sociaux, etc. C'est le discours de l'État. La droite, c'est faire pénétrer le marché dans ces quartiers et en extraire les individus méritants. Alors ça a donné Juppé pour faire pénétrer le quartier dans les quartiers et en extraire les individus méritants. Alors là, c'est tout le thème des internats de réussite de Sarkozy qui a mis l'accent là-dessus. On va extraire les élèves méritants. Bon. Donc, et puis, il y a un consensus donc sur quand même la rénovation urbaine, la mixité, ça c'est... Mais vous voyez, il y a quand même... Alors, s'agissant, c'est pour dire, c'est une politique qui a été promue par la droite, mais qui correspond à beaucoup de politiques qui sont faites en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Cette idée que si on fait pénétrer, s'il n'y a pas d'emploi dans ces quartiers, c'est parce que le marché n'y va pas, et il n'y va pas parce qu'il n'a pas de bénéfices à en escompter, ça serait trop coûteux, il y a trop d'ennuis, donc il faut donner au marché des avantages pour qu'il s'y installe. Ces avantages, c'est la suppression des charges sociales et des charges fiscales. Est-ce que ça a donné des choses? Ça a donné un certain nombre de quartiers où les maires ne veulent plus qu'on supprime les zones franches urbaines, parce que ça leur a fait venir quelques entreprises qui n'ont pas employé qui ont employé 10% de jeunes du quartier, c'est-à-dire le minimum, mais qui ont fait venir les autres et qui ont ainsi pu bénéficier, c'est surtout des entreprises de transporteurs de cet ordre, qui ont ainsi pu bénéficier de cette décharge fiscale et sociale. En gros, il y a beaucoup, ça ne se résume pas à ça, mais c'est beaucoup des jeux d'adresse. Quand vous avez une adresse dans une zone franche urbaine, vous êtes libéré d'un certain nombre de charges. Donc c'est pas le problème. Et le problème, c'est, si vous voulez, en termes d'emploi, je n'ai vu qu'une chose qui marchait, bizarrement, qui s'appelle pas emploi d'ailleurs, c'est pas les emplois jeunes, c'est les écoles de la deuxième chance, dont le modèle a été lancé à Marseille et qui s'est un peu diffusé, et c'est assez symptomatique parce que les écoles de la deuxième chance, c'est des jeunes qui viennent de manière un peu volontaire dans une école où ils ont une double
contrainte, c'est d'être présent vraiment toute la journée, pour moitié pour suivre des cours de rattrapage de leur niveau raté, parce qu'ils ont été en échec scolaire, etc. Et ils arrivent à 16 ans, ils ont 18 ans et ils n'en peuvent plus. Ils se sont fait une idée une aspiration. Et on leur trouve, il y a des employeurs qui jouent le jeu. Là, il y a un accord qui se fait entre l'école de la deuxième chance, des employeurs qui prennent en stage les jeunes en question, et, on va dire, les financements par région. Ce qui est important, c'est, je vous le donne comme anecdote, c'est ce que me disait le maire d'une grande ville, que je ne citerai pas, parce que c'est quand même un peu un ami. Il dit non, on ne peut pas développer ça, tu te rends compte, ça coûte autant par élève que ce que coûte un élève en prépa. En prépa, parce que ça coûte cher. Donc vous voyez, si on veut éviter le chômage, ça coûte aussi cher que de fabriquer l'élite. Pourquoi pas? Amar, sur les zones franches et sur les questions des communautés. Oui, juste deux choses. Sur la question en tout cas sur votre question, il faut savoir qu'à Grigny, la ville, enfin la municipalité depuis le début, elle a joué la carte des zones franches. Donc il faut savoir justement aussi, c'est pour ça que le terme ghetto il ne peut pas marcher. Il y a 1200 entreprises qui sont venues via les zones franches à Grigny. Et l'ennui, c'est qu'il y a une grande entreprise, moi je la cite, elle s'appelle Coca-Cola. Et moi je peux vous garantir que les jeunes n'ont pas l'accès à l'emploi. Donc les entreprises qui sont là, il y en a eu, mais très très peu. Alors le prétexte des employeurs, c'est de dire, oui, mais parce qu'ils viennent pendant 5 ans, ils sont exonérés de charges pendant 5 ans. Mais le prétexte, c'est de dire, oui, mais ils ne sont pas suffisamment qualifiés, ils ne viennent pas travailler. Alors c'est vrai, il y en a, ils viennent une journée, 2 jours, après ils se sauvent, et puis après il n'y a plus moyen de... L'entreprise, elle n'a plus confiance, mais il n'y a pas. Il y a eu, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les clauses d'insertion. Par exemple, on parle de la politique de la ville, enfin, il y a eu, donc on a demandé, il y a un pourcentage, une obligation pour les entreprises qui viennent travailler dans le cadre de la rénovation urbaine, d'employer des jeunes du quartier. Je crois que ça doit être 5 ou 6%, j'ai plus en mémoire. À côté de ça, elle dit qu'elle ne trouve pas les jeunes. Elle n'a pas, donc elle n'embauche pas. Et, donc les jeunes à la grande bande, ils passent, ils voient les ouvriers travailler et tout. Là aussi, il y a un petit film, mais j'ai oublié le nom qu'on a fait. Mais ils n'ont pas accès à l'emploi. Et donc ils considèrent... Alors là, c'est parce qu'ils considèrent que les jeunes sont... Soit ils sont compliqués, soit ils ne correspondent pas, soit ils sont je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ils n'ont pas accès à l'emploi. Et puis bien souvent, les entreprises qui sont venues, ils sont venus aussi avec leurs employés. Donc ils n'ont pas besoin des autres employés beaucoup. Et mais par contre, il y a 1200 entreprises qui viennent, qui sont là. Merci. Le monsieur devant voulait poser une question. Allez-y en parlant fort. Merci. J'ai travaillé un peu sur l'ethnologie de la Bretagne et je vois que, si vous voulez, une ville traditionnelle comme Guingamp ou bien Quimper, où l'implantation du christianisme était très importante, il y a quelques communautés turques qui voudraient construire des mosquées par exemple, et puis il y a des collectifs de Bretons de droite ou bien de gauche laïque qui veulent justement interdire la construction soit de mosquées en Bretagne ou bien de minarets. Donc vous avez parlé du modèle anglo-saxon effectivement, et là concrètement comment on peut, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle plus ou moins une déchristianisation un peu partout, et puis vous voyez une communauté qui construit une mosquée avec un minaret en Bretagne par exemple. Et pour M. Amar Elni, on a vu depuis 10-15 ans surgir des banlieues, justement, c'est entre guillemets terroristes ou djihadistes. Est-ce que sont, je ne sais pas comment vous les qualifiez, vous êtes mieux pour répondre à cette question. Est-ce que dans la presse, on dit que ces gens-là n'ont pas de culture religieuse? Ils n'ont pas de culture, ils ont fait de la prison, ils ont rencontré des gens, etc. Donc aujourd'hui, vous avez parlé des réseaux lointains et des réseaux proches, familiaux, etc. En 1975. Bon, aujourd'hui, vous savez très bien que ces djihadistes, justement, on dit qu'ils se sont plus ou moins formés grâce à Internet, par exemple.
ce qui crée un autre cadre parallèle à l'éducation nationale, etc., d'accès au livre. Qu'est-ce que vous pensez de ces, entre guillemets, djihadistes qui n'ont pas de véritable culture religieuse et qui, pourquoi, est-ce que par déracinement culturel, est-ce que par, je ne sais pas, revanche vis-à-vis de la société, vont en Syrie pour faire le djihad? On a vu des gosses de tous 15 ans. Merci Jacques d'abord, Amar après pour conclure. La première question sur la Bretagne. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Oui, c'est-à-dire que concrètement, il y a une dame dont j'ai oublié le nom qui a écrit un livre sur justement des maghrébins qui sont dans les collèges, dans les écoles, qui ont des difficultés avec les menus halal, pour demander par exemple que la République laïque n'autorise pas ces choses-là. En Bretagne, il y a quelques communautés musulmanes comme les Turcs, par exemple à Quimper, qui voudraient construire une mosquée. Donc il y a des collectifs qui s'opposent justement à cette urbanisation architecturale, si j'ose dire, de l'apartheid, parce que pour eux, c'est une invasion dans un territoire traditionnellement préservé au catholicisme, etc. Parce que nous ne sommes pas dans un terrain de confrontation. Vous avez cité, on cite tout le temps le modèle anglo-saxon, qui est très difficile d'adapter ici en France. En France, quand vous dites que vous appartenez à une communauté, on vous regarde de travers. Vous n'êtes jamais français, c'est pas possible. Monsieur Amarini est français depuis 53 ans. Il est français de souche par sa mère. Ils se sont toujours issus de l'immigration. Non, mais là, bien sûr qu'en Bretagne, c'est plus dur qu'ailleurs. Enfin, c'est le seul endroit où on trouve aussi peu, évidemment, de migrants du sud ou de l'est. On en trouve, mais on en trouve peu, et pour eux, c'est plus dur, parce que c'est la France catholique qui a résisté à la Révolution, n'est-ce pas? Ça reste encore un peu. Hein. Puis, c'est un pays qui a une fierté particulière à l'intérieur de la France, c'est que c'est un pays où les gens, quand ils migrent, ils reviennent. Hein, le breton, il revient au pays. Enfin, c'est une nation de la nation. Alors, quand vous avez déjà une difficulté avec une nation, parce que vous venez d'une autre nation, si vous allez dans la nation de la nation, c'est pas drôle. Il faut faire très attention où on met les pieds. Moi, je déconseille la Bretagne. Franchement. Hein. Ceci dit, c'est très beau. Hein. Mais à éviter pour les Turcs. Amar, rapidement, je me rappelle que quand on s'était vu, vous m'aviez dit, sur la question du djihadisme et de la religion, vous m'aviez dit on ne dit jamais assez que la religion a aussi sauvé beaucoup de monde et a permis à beaucoup de monde de s'en sortir. Oui, je vais essayer de répondre. Elle est compliquée, votre question. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'affaire des dispenses. En fin de compte, je me suis perdu dans mon énoncé. En réalité, l'affaire d'Addisponce, quand les gens sont sortis de prison, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, sur les 30 personnes qui sont sorties, donc il y avait des Antillais, je les nomme exprès volontairement, hein, des Antillais, des Maliens, il y avait des Italiens, enfin, il y avait une multitude, la diversité. Ils sont tous devenus musulmans. Tous, sans exception. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas devenu musulman là-bas. Je peux raconter le parcours, et ainsi de suite. Mais, cette fois, les gens qu'ils ont rencontrés dans le rapport avec la religion, puisqu'il n'y a pas eu d'alternative éducative, le religieux, là, qu'ils ont rencontré en prison, il a joué une démarche, ce qui est un drame. Hein. Pour moi, c'est un drame. Et donc, il a joué. Donc, je discute souvent avec les gens, donc ils me racontent cette histoire et tout, mais elle a joué un rôle. La religion, elle a joué un rôle. Là, il s'avère que moi, je peux parler que des gens que je connais. C'est compliqué. J'ai lu des choses sur ce qu'on appelle les djihadistes. Moi, je pense que le mot ne correspond pas du tout, mais j'en connais pas d'autres, donc on va l'utiliser. Qui partent là-bas. Je connais des gens qui sont partis en Syrie, qui sont revenus, bien évidemment. Moi, ceux que je connais, ils avaient tous une culture musulmane. Ils avaient une connaissance de la culture qui était déformée, qui ne correspondait pas à des choses, mais elle était présente. Ensuite, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont dit, ils n'ont jamais... Il y a un collègue avec qui je travaille,
je ne cite pas parce que si on est filmé, puis il va me dire pourquoi je m'ai cité, il mesure à peu près 2 mètres, il fait 150 kilos, c'est une force de la nature, et on discutait devant un magasin qui s'appelle un magasin, un supermarché, et il tombe sur quelqu'un, justement, un Français converti, français, avec une djellaba et tout, et il parlait de la religion, je ne comprenais rien de ce qu'il racontait, je ne connais rien à la religion. Et donc il disait, comment il disait ça? À la fin ils se sont disputés, il lui a dit, oui mais toi t'es un musulman d'antenne 2. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que tu comprends rien. Et ce qui se passe, c'est que je pense que il y a une période de l'enfance, de l'adolescence, qu'on a oublié. L'adolescent, il a besoin de se confronter à un adulte. Moi je pense que c'est l'adulte, au-delà des politiques nationales, hein, sur lesquelles c'est un autre cadre, mais il n'y a pas de présence. Quand des enseignants, je ne veux pas les juger, mais quand on voit que des enseignants disent oh, il faut punir un enfant de 8 ans parce qu'il s'est converti au terrorisme, il y a un problème quelque part, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on va porter plainte. On va porter plainte parce que si un enfant de je ne sais plus quel âge, il avait volé un vélo, on lui a mis les menottes pour l'arrêter, c'est plus où c'était. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les sociétés vis-à-vis de la punition. Et là, ça m'oblige à réfléchir, donc je vais digresser un peu, mais je reviens. Moi, je pense que des choses, je fais court. Il y a une chose sur laquelle il faut interroger, c'est le mot sécuritaire. En réalité, le mot sécuritaire, tout le monde pense que c'est une extension des lois plus répressives. Moi, je ne pense pas du tout que c'est ça. Je pense que c'est autre chose, et c'est une transformation d'État qu'il nous faut interroger. Et donc, sur la question des enfants qui vont faire le djihad et tout, je pense qu'il y a un problème d'identité sociale, et non économique. Je pense que c'est autre chose, mais une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont été, entre guillemets, endoctrinés, on a perdu. C'est déjà parti. Par exemple, le jeune homme qui a tué des personnes là-bas, quelqu'un que je connaissais suffisamment bien, quand il y a un journaliste qui m'a dit non, on connaît la personne, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je lui dis arrête, vous racontez des conneries, c'est pas possible que ce soit lui. Parce que pour moi, c'est impossible. Et donc, on a eu des loupés. Là, il y a des loupés quelque part. Mais une fois qu'il est endoctriné, on ne le récupère pas. En prison, c'est un éducateur pour 100 détenus. Vous imaginez comment on règle la situation? Comment on travaille sur un rapport? Donc il y a d'autres choses qui relèvent d'une autre action nationale qu'on ne met pas en place. Je pense qu'en France, il n'y a plus de politique de la jeunesse. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci aux intervenants. Et on va s'effacer pour laisser place au spectacle de Nounours. Bonsoir. Ne casse pas la tête, Stéphane, on va la refaire. Mon micro est allumé. Super. Bonsoir, les amis. Allez-y, j'ai besoin de votre énergie. Lâchez-vous. Lâchez-vous les applauses, lâchez-vous les cuisses de totale. On applaudit aussi la régie qui vient de recevoir du nouveau matériel, ça fait plaisir. On les applaudit. Comme quoi, il y a de l'oseille qui est rentrée. Hein. Ça fait plaisir. Alors regardez, là, on n'a pas de musique, on va se faire une entrée ensemble. Moi, je vais ressortir, ok? On se la joue Broadway. Aujourd'hui, on n'est pas à l'Institut du Monde Arabe, on est à Broadway. Je ressors, je m'annonce, là, vous vous lâchez. Ok, madame? Vous vous lâchez, vous criez comme jamais. Vous criez comme en 45, d'accord? Ah, du truc, d'accord? Je peux compter sur vous ou pas? Qui est-ce qui a répondu de manière négative? Souhaitez-vous que je m'assoie sur vous? Je vous le déconseille, ça serait long, madame. Ce serait une mauvaise idée. Je me suis assis sur un mouton au Maghreb, au Maroc. Il est devenu tétraplégique. Le seul mouton du Maroc en chaise roulante. Alors faites attention. Donc je ressors, je m'annonce, et là j'ai besoin de votre euphorie totale. L'Institut du Monde Arabe, est-ce que ça va? Ok, relâchez comme il se doit, 140 kilos de vagues de poids lourd de l'humour, un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Nounours. Merci. Bonsoir les amis, c'est un plaisir. Merci à l'Institut du Monde Arabe de m'inviter dans ces lieux. Alors, juste petite consigne de sécurité qui n'était pas notée à l'entrée. Celle-ci, c'est moi qui vous la donne. Évitez de me jeter vraiment, de me mettre dans un état d'euphorie.
Parce que tout jeune, j'ai fait partie d'un groupe de rock, il suffit que vous vous lâchez, moi aussi je me lâche et je saute sur le public. Voilà, je l'ai fait la semaine dernière à mon spectacle, Standing Ovation, je me suis lâché. Les funérailles des gens du premier rang ont lieu ce vendredi. Paix à leur âme. Alors si je suis venu jusqu'à vous les amis, c'est pour rendre hommage. Hommage à qui? Hommage à une communauté qui en ce moment pointée des deux doigts. La communauté des gros. Y a-t-il des gros ce soir parmi nous? C'est vrai que j'en ai pas vu. Je suis le seul, ça me fait plaisir, mais je vais quand même leur rendre hommage. Donc c'est pour ça que j'ai envie de rendre hommage à tous mes confrères gros qui transpirent pour rien. À tous les gros qui vont à la piscine la nuit. Les gros qui mettent des t-shirts à la plage. Et les gros quand ils sont tristes. Ils pleurent de l'huile. Moi je suis arrivé à un stade assez délicat les amis. J'ai décidé de me prendre en main. Car j'ai eu une onde de choc cette semaine. Je suis allé voir mon médecin, il m'a fait flipper. Un humeur ou comme ça. Le diabète, le cholestérol, toutes ces bêtises. Du coup, il m'a prescrit des soutiens-gorge. Sérieux, je suis arrivé à un stade dans ma vie. Quand je tombe de mon lit, je tombe des deux côtés. Et tout comme vous, j'ai voulu rencontrer l'amour. Une femme. C'est un moment d'émotion, là. Ben, moi, j'ai le droit. Ça va faire... Arrête. Ça me gêne. Du coup, je me suis inscrit sur un site de rencontre que tout le monde connaît. Adopteunmec.com. Tout le monde connaît. Vous connaissez pas? Je vais vous expliquer le principe après. En fait, on va lui expliquer, d'accord? Alors, adopteunmec.com est un site de rencontre, madame. Vous en aurez peut-être besoin, on ne sait pas. Oui, mais vous aurez peut-être besoin. Écoutez, adopteunmec.com est un site de rencontre où c'est un petit peu comme dans le showroom privé. Vous savez, vous rentrez sur le site, vous regardez la photo d'un bel homme et vous le mettez dans votre caddie. Voilà, en gros, vous faites les courses virtuellement. Alors moi, je me suis inscrit sur ce site. Mais ils m'ont refusé parce que je rentrais pas dans le caddie. Mais je vous rassure, depuis j'ai trouvé une femme que j'aime, que j'appelle de plusieurs petits noms, ma chérie, Biba, Kubeda, Zridoda, c'est nos petites appellations à nous pour les noirs arabophones. Ça veut dire mon chaton, ma chérie, mon bébé. Et du coup, je lui dis mon amour, quand je rentre à la maison du travail, ne laisse rien traîner sur les chaises, les fauteuils, les stèles, vous savez les fauteuils marocains. Et un jour, elle a laissé traîner son iPhone. Moi, je suis rentré plus tôt du travail. Et je me suis avalé. Je n'ai pas vu son iPhone. Je me suis relevé. C'était un iPad. Mais vraiment. Et en plus de ça, excusez-moi, c'est pas évident. Même quand je veux suivre quelqu'un sur Twitter, je suis essoufflé. C'est pas facile pour moi, je vous jure. Mais le pire, vous savez, c'était cet été, j'étais au Maroc. Pour ceux qui connaissent, une ville frontalière à l'Algérie qui s'appelle Saïdia. Quelqu'un connaît ? C'est une petite ville assez sympa et j'étais là-bas en vacances et je kiffais la life. J'étais torse nu, les pieds dans l'eau, allongés sur le sable. Le kiff quoi, l'été. Quand soudain une équipe de Greenpeace sont venus et m'ont mis à l'eau. Sérieux, j'ai arrêté de monter sur ma balance depuis que je vois que mon numéro de téléphone s'affiche. Fini. Et je vous cache pas que la semaine dernière m'est arrivée une expérience assez délicate. Un ami à moi m'a prêté sa Smart. Ben merci. C'est gênant, j'ai rien dit encore. Ben pour cela, je te souhaite de tout cœur, Inch'Allah, de devenir comme moi, voilà. Je te le souhaite. Et en plus de ça, je te souhaite de faire la queue 3 jours au consulat d'Algérie. Voilà. Et quand tu arrives à ton tour, il te manque un document. Oups. Donc de retourner chez toi, prendre ce document et de refaire 3 jours de queue. Voilà. C'est tout le bonheur que je te souhaite. On peut l'applaudir. Allez, un peu plus d'énergie, là. J'ai l'impression de jouer, on se croirait au meeting du modem. Non, je déconne, on est plus nombreux. Et donc, je vous disais, cet ami m'a prêté sa Smart. Je suis monté dedans. Mais le seul problème, j'ai mis les mains par la fenêtre, on dirait un Transformers. Mais bon, je vous dis tout ça depuis tout à l'heure. Il est vrai que je n'ai pas un corps de rêve, les amis.
Mais en parlant de rêve, I have a dream! Oui, j'ai fait un rêve. Je vous rassure, je ne suis pas un flûteur, mais bien un king, comme Martin Luther. Par contre, les amis, ce rêve s'est produit à l'époque de la préhistoire. Et là, je vais vraiment vous demander toute votre attention, car ce rêve contient le nom de certaines personnalités politiques qui risquent d'heurter votre sensibilité. Et avec eux, d'ailleurs, toute notre classe politique et autres, Balladur, Kouchner, il y avait même un sac de riz, Simone Veil, Mitterrand et plein d'autres. Sans déconner, trop flippant le rêve. Je me suis levé en pleine nuit. Maman, je fais un Kouchner. Oui, rigolez pas, je vis encore avec ma mère en colocation. Elle dort du côté clic et moi du côté clac. Et comme je vous le disais, ce rêve s'est produit à l'époque de la préhistoire. Je vous le raconte. À cette époque, régnait déjà l'un, Sarcromagnon. Oui, au primitif, il fut élu aux souffrances universelles et il était très à l'aise sur ses champs enlisés. Et le seul à bénéficier dans sa grotte de carrelage. Oui, car la glace fut brisée et un petit impact, pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, car là, ou là, Cécilia, une descendance à venir dans la lignée d'Adam ou Eva, jolie sera-t-elle ou Julia, ma foi. Et un jour, une chose en forme de femme, venue sur ses champs, enlisée, et Angela Sarcromagnon. Elle lui fit savoir qu'il suivait un très mauvais fillon. Bon, j'avoue, l'accent est nazi. Et cela, Merkel, tous les esprits. Bien sûr, ils avaient besoin de communiquer entre eux. Donc Jacques leur enseigna la première langue. Et un jour, un homme se présenta en jupe culotte. Non, je vous rassure, il n'était pas écossais, c'est juste qu'il aimait les affaires étrangères. Et un jour, un homme appartenant aux gens de Pierre inventa le référendum, qui fut hué par Robert. Madine, mon ballon. Mais bon, seul Oméga et Rama y adhéraient, hein. Je vous rassure, tout cela est vieux, ça date. Et à cette époque, la chasse était une terrible épreuve de sport. Quand ils avaient soif, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'abreuver de judo. Les pauvres, ils douillaient. Et ils allaient s'abreuver en Suisse. Une source riche et abondante qui s'appelle Orio Cahuzac. Mesdames, vous allez moins rire, et à cette époque, un homme faisait extrêmement peur. Même les femelles dinosaures avaient été terrorisées par lui. L'homme, Strauss-Canopithèque. Oui, qui déjà à l'époque avait de très grands problèmes de dialogue. Ben oui, il a eu un comportement très néfaste envers une congénère d'une tribu voisine. Et tout le monde l'a dit, mais tout le monde, pourquoi elle? Tout le monde, sauf elle, sauf elle. Et le pauvre, il fut chassé par sa propre FMI. Ça va, vous suivez mon rêve? Parce que je vois les gars. Voilà la section sec paille là. T'es bon. Ne pas te moquer. On rigole, c'est de l'humour. Allez, donne-moi un petit peu d'énergie là, j'ai besoin. Et peu de temps après, on découvrit là le premier Homo sapiens. Je vous rassure, à cette époque, c'était entre les chiens. On appelait ça les mariages pour toutous. Et ce premier Homo sapiens, quand on l'a découvert, c'était dans le jour... Non, il faisait sombre, ouais. C'était dans la nuit, ouais. Dans la nuit, après tout le monde l'appelait dans la nuit. Et c'est lui qui s'est donné le pari fou de rendre piéton à 4 pattes le centre des vallées. Bon, en même temps, il était libre de faire ce qu'il veut, hein. En tout cas, moi, j'ose pas en faire ça. Et bien sûr, à cette époque,
Je vais vous parler de choses romanesques. Les Roms. Je vous rassure, depuis la préhistoire, ils n'ont pas changé. Sérieux, on les trouve à la sortie des vallées. Bébé dinosaure mangé. En plus, ils avaient tous des dents en ivoire, remboursées par les mutuelles Matmut. Et c'est eux qui ont découvert le premier fossile d'une bête en cours, en voie de disparition, près de L'Oréal. On disait d'elle, c'était une femme très verte. Un matin, Georges alla faire son marché, quand soudain apparut un monstrueux Bachelosor, ce qui rendu sa balade dure. Mais heureusement que Simone veille sur le destin de Giscard, qui lui valorisait les Jean-François, sans jamais miter en péril les autres. Fais pas ouais, je suis un gros arnaqueur. La phrase, elle s'est même pas finie dans ma tête. Et un jour, le drame. Un soir de Noël, ma mère alla au Brie-sous-Bois, annoncer là un terrible chevènement apocalyptique qui frappa de plein front, nationalement parlant, des gens qui faisaient le peine à voir. Et faisaient beaucoup le peine, les pauvres. Ben oui, c'était une famille de jurassistes. Tout ce qui était étranger les faisait peur. Donc, un jour, ils se retrouvèrent pénalisés. Pas d'autre choix que de maigrer vers une autre peine insu. Ben oui, ils se retrouvèrent poursuivis par des arabaches et ils criaient « Fillon, Fillon !» avant d'être coupés en morceaux. Ben oui, les amis, tout ça pour vous dire que tant qu'il y aura des guerres dans ce monde, le mot évolution n'existera pas. Bien évidemment, l'odyssée des espèces continue. Mais bon, ne mélangeons pas tout.